messieurs, dames, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un thread d'horreur spécial Halloween. Attendez, pause. Avant ça, une photo de mon costume d'Halloween. Une note sur 10 maintenant, et c'est un 9 sur 10 de moyenne, je vous remercie. Alors, en quoi le thread d'horreur d'aujourd'hui est un spécial Halloween? Eh ben parce que ce sont vos histoires que je vais raconter. Il y a quelques temps, j'avais fait un tweet, on a reçu quelques milliers d'histoires, ce qui est assez conséquent. Et deuxième raison, évidemment, comme c'est Halloween, on va pas faire 3 histoires, on va faire 5 histoires. Wouh! Et avant de passer aux histoires, une dernière bonne nouvelle, je suis très content, on vient de sortir une nouvelle collection Yoko, basée sur l'horreur. Elle s'appelle Do Not Fear, c'est que des vêtements qui tournent autour de l'horreur, comme le pull que j'ai sur moi en ce moment même. Vous avez par exemple ce magnifique petit personnage en plastique qui brûle dans le dos, il brûle, bordel. Et bien sûr des modèles plus sobres comme par exemple celui-ci, à condition que vous n'ayez pas peur des énormément ensanglantés qu'il y a dans le dos. Non, vraiment, blague à part, voilà le modèle le plus sobre. Oh, il y a une petite broderie mignonne, oui, mais c'est pas terrible. Voilà, je suis très content, je voulais trop faire une collection dans ce thème là parce qu'on a fait plein de threads d'horreur depuis tout ce temps. Donc voilà, c'est disponible dès maintenant, c'est sorti aujourd'hui, c'est disponible sur le site. Putain, j'ai jamais autant parlé avant un thread d'horreur, mais en même temps il est conséquent celui-ci. On passe tout de suite à la première histoire. La première histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Inès. Évidemment, j'ai modifié son prénom pour des raisons de sécurité. Il y a quelques semaines, Inès emménage sur Toulouse pour faire ses études. Elle a trouvé un petit appart sympa, pas loin de la fac, qui rentre parfaitement dans son budget. Elle s'apprête à vivre sa meilleure vie. Après une soirée arrosée, Inès décide de rentrer chez elle, sauf qu'il est tard et donc il n'y a plus de métro et plus de bus. Du coup, en toute logique, Inès appelle un chauffeur VTC via une application très connue. Le chauffeur arrive, elle monte à l'intérieur de la voiture, il a un masque Covid, elle aussi elle a son masque Covid. Pour le moment, aucun signe alarmant. Le trajet se passe bien, les discussions sont rigolotes, Inès parle même de sa voiture, parce que c'est apparemment une vieille voiture des années 2000 et qu'elle l'aime particulièrement. Et en arrivant à destination, le chauffeur qu'on va appeler David demande donc à Inès quelle est sa voiture parmi toutes celles qui sont garées en bas de l'immeuble. Inès monte donc du doigt sa vieille 75 chevaux avant que les deux rigolent et qu'elle rentre chez elle. Elle se couche, elle s'endort, tout va bien. Le lendemain, Inès, elle a un vieux feeling, un mauvais pressentiment. Et elle précise que souvent quand elle a un mauvais pressentiment, il y a une raison. Mais les jours passent et il se passe rien d'anormal, sauf qu'une semaine après, en rentrant de la fac, elle retrouve des dizaines de papiers sous son essuie-glace. Et sur ces papiers, bien évidemment, il y a des messages. Tu te rappelles le Uber de jeudi soir? T'étais vraiment charmante. Envoie-moi un message. J'ai 2 fois ton âge, mais on pourrait aller boire un café. Et là, Inès, elle se décompose et elle panique. Elle prend tous les papiers, les déchire et les jette à la poubelle. Elle se dit qu'il n'y a pas grand chose à faire et que si ce gars est sur elle, ça lui passera, puisqu'elle va répondre en aucun cas à ses avances. Mais elle a la preuve que son mauvais pressentiment était finalement fondé et qu'il faut maintenant qu'elle soit vigilante. 2 jours plus tard, Inès rentre chez elle et elle tombe sur un nouveau message, cette fois-ci glissé dans sa boîte aux lettres. Je sais où tu habites, tu as dû le comprendre, alors envoie-moi un message. Là, Inès est totalement terrifiée. Sa mère lui dit d'appeler la police, mais Inès refuse puisqu'elle est convaincue que ça va ne mener à rien et que les policiers vont probablement prendre ça pour un canular ou une mauvaise blague pour les faire chier. 2 jours plus tard, Inès arrive à la fac comme chaque matin et en arrivant dans le hall, elle tombe sur David. David se met à marcher vers elle et dit à haute voix: Ah, ma fille, te voilà. Pourquoi tu m'envoies pas de message depuis 3 jours? Inès comprend immédiatement que David vient de se faire passer pour son père à l'accueil de la fac. Et dans sa tête, il y a 2 options. Soit elle fait un scandale en disant haut et fort que cet homme n'est pas son père, et elle risque donc d'engendrer quelque chose de très gros. Elle sait pas s'il est armé, elle sait pas s'il va l'agresser, elle ne sait rien. Soit elle rentre dans le jeu de David et elle essaie discrètement de faire passer un message à l'accueil de la fac. Ne sachant pas de quoi David est capable, évidemment Inès elle choisit la deuxième option. Ça va durer plusieurs dizaines de secondes et malheureusement la personne à l'accueil ne comprend absolument pas ce qui se passe. Et là, coup de chance pour Inès, une amie à elle la reconnaît et décide de venir lui parler. David prend immédiatement la parole et lui dit: Ah, tu dois être Chloé, je suis le père d'Inès. Sauf que malheureusement pour lui, elle s'appelle pas Chloé. Et en plus, elle sait qui est le vrai père d'Inès. La dame de l'accueil comprend enfin qu'il se passe quelque chose de bizarre et décide d'aller discrètement appeler la sécurité. Quelques dizaines de secondes plus tard, la sécurité vient parler à David et David se met à hausser le ton et à être très menaçant envers eux. Il va aller jusqu'à les frapper. Au vu de la situation, Inès décide alors d'appeler la police et David va finalement être mis en état d'arrestation devant la fac. Quelques jours plus tard, Inès a des nouvelles et David était en fait recherché pour séquestration, esclavage et meurtre. L'histoire aurait pu très mal finir, donc GG Inès, on est tous heureux, je pense on peut le dire, de savoir que tout va bien et qu'il ne t'est rien arrivé. Voilà, plein de gros bisous à toi et merci d'avoir partagé cette histoire qui j'espère n'arrivera plus jamais. Alors, la deuxième histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Mathias. Au moment des faits, Mathias vient d'avoir son bac, il a 18 ans, et il vient d'emménager dans un nouvel appartement à Limoges. Un soir, Mathias vient de vivre une soirée étudiante beaucoup trop arrosée. Et il rentre avec grande difficulté chez lui puisqu'il est ivre-mort. Mathias instinctivement appuie sur la poignée et la porte s'ouvre. Comme il est raide mort, il se dit qu'il a tout simplement oublié de la verrouiller à clé. Il se pose pas de questions, il rentre dans son appartement, il ferme la porte derrière lui, il atteint sa chambre, il s'effondre dans son lit. Mais il y a un truc qui le dérange, c'est que l'odeur est pas comme d'habitude. Mais comme il est ivre-mort, il va pas creuser plus que ça, il va préférer dormir.
Le lendemain matin, Mathias se réveille, énorme mal de crâne évidemment, il est en pleine gueule de bois, et il constate que son lit n'est pas du tout à la bonne place. Et qu'en fait, il n'est pas du tout dans sa chambre. Et il tombe sur un mec qui a 25 ans, et qui lui demande s'il a bien dormi et s'il veut boire un truc. Et là, Mathias comprend qu'en fait, il a pas dormi chez lui, il s'est trompé d'étage, et il est allé dans l'appartement de quelqu'un d'autre, qui avait pas fermé sa porte à clé, et donc il a pu rentrer chez lui. Donc il savait pas, mais les appartements ont exactement la même structure. Genre tous les apparts ont la chambre au même endroit, le salon au même endroit, etc. Bref, il est face à ce mec, et premier truc qu'il fait évidemment, c'est qu'il s'excuse, et qu'il lui dit qu'il part, et qu'il est vraiment désolé, qu'il s'est trompé d'appartement. Le gars en face, très cool, lui dit qu'il y a absolument aucun souci, que ça arrive de rentrer alcoolisé et de se foirer, et qu'il va lui préparer un petit café. Mathias à ce moment-là, il comprend pas trop parce qu'il se dit, bah attends, moi à la place de ce mec, j'aurais le seum. Il y a un inconnu qui vient de dormir chez moi, casse-toi. Mais au vu de la réaction du gars, il veut pas le vexer, il décide de prendre un café avec lui. Il précise que le moment était un peu cringe puisque bah ils se sont pas du tout parlé, c'était juste face à face en train de boire chacun un café, et qu'aussitôt le café terminé, il est vite monté à l'étage d'au-dessus pour rentrer chez lui. Le lendemain soir, une fois la gueule de bois bien derrière lui, Mathias il sort de son appartement pour descendre ses poubelles, et il entend quelqu'un ouvrir la porte de l'appartement en dessous le sien, donc l'appartement dans lequel il a dormi par mégarde. Il décide de vite descendre pour reparler à ce gars-là et revenir sur ce qui s'est passé et une nouvelle fois lui présenter ses excuses parce que Mathias vit pas forcément bien le fait d'avoir dormi chez un inconnu, sans son autorisation. Il arrive donc devant la porte du gars, il toque, et là surprise, c'est pas un gars qui ouvre, c'est une fille. Mathias lui demande si son copain ou son colocataire est là parce qu'il aimerait lui parler, mais la fille qu'il est en face de lui répond qu'elle n'a ni copain ni colocataire puisqu'elle vit seule. Mathias ne comprend pas, il lui explique du coup les événements du fameux soir où il est rentré ivre-mort, et il se souvient de la tasse dans laquelle il a bu le café, et c'est une tasse Starbucks verte. Il demande donc à la fille qu'il est en face de lui si elle a une tasse Starbucks verte. Après un petit silence, la fille claque tout simplement la porte au nez de Mathias. Bon, clairement, elle a une tasse Starbucks verte, et elle a compris que l'histoire dont parle Mathias a bel et bien eu lieu dans son appartement à elle. Plusieurs jours plus tard, Mathias reçoit un coup de fil de la police, et il est convoqué au commissariat. Il y retrouve donc sa voisine du dessous, et non pas son voisin, et au final, il lui montre une photo de quelqu'un, et lui demande si la personne qu'il a vue cette nuit-là et ce matin-là est la même que celle sur la photo. Et bingo, c'est exactement cette personne que Mathias a croisée. Et en fait, ce mec, c'était un gars très connu par les services de police du coin, puisqu'il avait déjà été arrêté plein de fois pour agression, violence et squat. Bref, le gars a donc été arrêté et Mathias n'a jamais eu de nouvelles. Et surtout, il comprend toujours pas pourquoi le gars lui a proposé un café. Ce culot, c'est incroyable. Merci Mathias pour ton histoire, elle est incroyable. Et j'espère que la fille qui était la vraie propriétaire de l'appartement s'est remise. Bref, histoire suivante. Les gars, pause. C'est la première fois que je tourne avec ce Chronek et je le trouve trop cool, je suis trop content. Voilà, je fais ma petite pub entre deux histoires. Oh, je suis terrible. Bref, on passe à l'histoire de Gabrielle. C'est son vrai nom parce qu'elle a 21 ans au moment où elle nous raconte son histoire et que ça lui est arrivé quand elle en avait 10. L'histoire qu'elle nous raconte s'est passée dans un petit village de campagne un peu paumé en Gironde. Cette année-là, il y a du monde chez Gabrielle puisqu'ils sont en train de fêter le réveillon. Et à la fin de la soirée, une fois tout le monde parti, Gabrielle et sa sœur sont allés se coucher. Autour d'1h30 du matin, Gabrielle est réveillée par ses chiens qui aboient. Elle explique qu'il n'y a pas de portail pour clôturer le terrain de sa maison et que du coup c'est méga fréquent qu'il y ait des chiens ou des chats qui passent sur le terrain et qui fassent donc aboyer les chiens de Gabrielle. Gabrielle, elle essaie de se rendormir, elle a l'habitude, sauf que là les aboiements persistent après 10 minutes. Elle décide alors de jeter un œil par la fenêtre et elle voit que l'éclairage extérieur est allumé. Mais sous la lumière, il y a personne, ni humain, ni animaux. Elle commence à s'endormir et d'un coup ses chiens se remettent à aboyer. Gabrielle se lève et s'apprête à descendre en bas pour engueuler ses chiens. Mais une fois debout, Gabrielle, elle entend des bruits de pas. Et plus précisément, des bruits de personnes qui courent dans son allée. Elle se chie dessus, clairement, et elle décide donc de réveiller sa sœur et de lui poser cette fameuse question: t'entends les bruits de pas ou c'est moi qui me fais des films? Et malheureusement, sa sœur entend aussi les bruits de pas. Et après un court instant, c'est plus des bruits de pas qu'elles entendent, c'est des chuchotements. Cette fois, il n'y a pas d'erreur possible. Elles sont certaines qu'il y a bel et bien quelqu'un en bas et qu'à en juger par les chuchotements, ils sont plusieurs. Elle et sa sœur décident donc de descendre le plus discrètement possible les escaliers pour atteindre la chambre de ses parents et de leur dire ce qui se passe. Arrivés en bas, à seulement quelques mètres de la porte de la chambre de leurs parents, quelqu'un frappe à la porte d'entrée. Gabrielle et sa sœur sont figées et à l'autre bout du couloir, la porte de la chambre de leurs parents s'ouvre. Leur père est réveillé et leur demande en les voyant ce qu'elles font debout à cette heure-ci. Le père de Gabrielle allume sa lampe torche et entrouvre la porte. L'inconnu qui toquait à leur porte est un homme habillé en blanc. Mais quelques mètres derrière lui, il y a deux autres personnes, une femme et un homme. L'homme qui vient toquer à la porte explique au père de Gabrielle que sa voiture vient tomber en panne un peu plus haut dans les bois et que son ami derrière lui a bu beaucoup d'alcool et qu'il faut vite qu'il la ramène chez elle. Et lui demande donc s'il est disponible pour les ramener chez eux. Le père de Gabrielle lui explique qu'il n'a pas le permis. Gros mytho. Et il leur donne la position de la cabine téléphonique
technique fonctionnelle la plus proche. Sauf que l'inconnu met son pied dans l'ouverture et lui répond qu'ils ne connaissent absolument pas l'endroit et qu'ils ne vont certainement pas trouver la dite cabine. Le père de Gabriel comprend qu'il est dans la merde et l'homme qui était quelques mètres derrière l'inconnu, cette fois s'avance vers Gabriel et saisit le bras de son ami et lui dit qu'ils se débrouilleront et qu'il faut y aller. Ces trois personnes heureusement s'en vont et s'éloignent de la maison de Gabriel et une fois parti, le père de Gabriel, après avoir évidemment fermé la porte à quadruple tour, demande aux deux sœurs d'aller se coucher et leur explique que c'est fini, c'est bon. Le lendemain, les infos tombent et les infos expliquent que le corps d'un homme a été retrouvé à son domicile et qu'il avait été frappé à mort. Les voisins, en appelant la police, ont pu donner des détails puisqu'ils ont vu 3 personnes sortir de cette maison, dont une en tenue blanche. Donc en fait, le mec qui a toqué chez Gabriel ce soir-là, il venait de tuer quelqu'un et comme d'habitude, Gabriel, sa sœur et son père n'ont jamais compris pourquoi le mec était venu les voir cette nuit-là. Gabriel explique qu'elle a eu peur du coup chaque année au réveillon. Elle a eu peur de voir réapparaître ce mec-là en pleine nuit puisqu'elle a jamais eu la réponse à cette fameuse question du pourquoi il est venu, qu'est-ce qu'il foutait là, qu'est-ce qu'il comptait faire, est-ce que sa voiture elle était vraiment en panne, enfin il y a trop de questions. Messieurs, dames, il est maintenant temps de passer à l'avant-dernière histoire de ce thread d'horreur, celle de Aline. Aline a 23 ans, elle habite en banlieue parisienne dans un groupe d'immeubles de 8 étages. Elle habite ici depuis 20 ans et les voisins changent régulièrement donc elle connaît pas tous ses voisins. Bref, tout commence un mois avant le confinement, en février 2020. Ce mois-là, Aline fait pas mal de soirées, elle rentre tard le soir et quand elle rentre et qu'elle monte les escaliers de son immeuble pour atteindre son appartement au premier étage, elle entend des coups venant d'un autre appartement. Ça la fait sourire mais une fois chez elle, elle entend plus les bruits, du coup elle s'en fiche un peu, elle sait même pas de quel appartement ça vient, bref elle s'en fout. Arrive le confinement. En mars dernier. Aline passe ses journées à la maison. Son père travaille et rentre que certains soirs, tandis que sa mère, elle, est réquisitionnée en hôpital et donc ne rentre pas à la maison par mesure de sécurité. Elle est donc seule chez elle toute la journée et elle met une petite routine en place de se lever, manger, télétravail, manger, dormir. Mais les jours passent et elle se rend compte que ses voisins du dessus pendant la journée, ils courent dans l'appartement. Et ils courent précisément au-dessus de la chambre dans laquelle elle télétravaille. Bref, c'est méga chiant. Tous ceux qui sont en appart, on sait ce que c'est trop chiant. Ils font tellement de bruit qu'elle arrive plus à bosser, à être efficace, donc elle décide de monter les voir. Dans la cage d'escalier, les cris résonnent et elle se rend compte que ça vient pas de l'appartement au-dessus du sien, donc au 2e étage, mais que ça vient de l'appartement du 3e étage. Elle toque à la porte, elle tombe sur un père en train de jouer avec son fils et il lui présente évidemment ses excuses et lui dit qu'ils feront plus attention les prochains jours. Un mois plus tard, les bruits de pas continuent et ils sont encore plus forts qu'avant. Ça dure parfois jusqu'à 2h du matin et très souvent ça reprend même entre 3h et 5h du mat. Aline se met à faire des insomnies, elle est exténuée, c'est insupportable. Elle se dit forcément que son voisin du dessus, au 2e étage, s'en plaint, puisqu'il est dans l'appartement situé entre le sien et celui dans lequel les enfants jouent. Elle monte donc au 2e étage, elle toque, mais personne n'ouvre la porte. Elle retourne donc dans son appartement, et là, les jours passent, les semaines passent, et les bruits continuent. Sauf qu'après 3 semaines, elle n'en peut plus. Et elle décide une nuit, sur un coup de tête, de monter toquer à la porte de son voisin du 3e étage à 1h30 du matin. Aline arrive au 3e étage, et bizarrement, aucun bruit. Aucune voix, aucun cri, aucun pas, rien de tout ce qu'elle entendait 3 minutes plus tôt dans son appartement et qui l'a poussée à monter au 3e. Les nuits suivantes, il y a des bruits de meubles qui sont traînés sur le sol. Aline réalise que ces bruits-là viennent forcément du 2e étage, puisqu'elle pourrait pas entendre des bruits de meubles déplacés aussi distinctement si ça se passait dans l'appartement du 3e étage. Elle comprend alors que la journée, les bruits qu'elle entend, c'est bien les enfants du 3e étage, mais que la nuit, c'est pas eux. Et elle décide donc de monter discrètement au 2e étage pour être sûre et certaine que ça vient bel et bien de l'appartement de son voisin du dessus. Elle arrive au 2e étage, elle est dans le noir, accroupie en chaussettes, elle se concentre sur le moindre bruit qui pourrait venir de derrière la porte, mais rien. Aucun bruit. Elle se dit alors qu'elle est complètement parano et elle se demande ce qu'elle est en train de faire, accroupie dans cette cage d'escalier. Elle se relève donc pour partir et là bingo, elle entend des bruits de meubles qui se sont déplacés venant de son voisin du 2e étage. Elle décide donc de retourner dans son appartement, mais en arrivant dans son couloir au 1er étage, elle entend la porte de la cage d'escalier du 2e étage s'ouvrir. Elle se dépêche alors de rentrer dans son appartement et verrouille sa porte d'entrée derrière elle. À ce moment-là, elle est terrifiée. Elle est convaincue que son voisin l'a surpris en train de l'espionner et qu'il en a après elle. Elle se dirige vers sa chambre pour prendre son portable et appeler son copain lorsque quelqu'un toque à la porte. Aline retourne vers sa porte d'entrée en étant la plus silencieuse possible et elle regarde dans l'œillet de sa porte. Et elle voit rien. Il fait tout noir. Mais d'un coup, elle entend quelqu'un toucher à sa serrure. Aline est terrifiée, elle veut être sûre que la personne ne puisse pas rentrer chez elle, donc elle saisit ses clés et les rentre dans la serrure. Et c'est là qu'elle entend des pas qui s'en vont et la porte de la cage d'escalier qui se ferme. En fait, quand elle a regardé dans l'œillet, il y avait bel et bien quelqu'un qui était à quelques centimètres d'elle de l'autre côté de la porte, sauf que la personne n'a pas allumé la lumière du couloir parce qu'elle ne voulait pas être vue. Aline reste en boule contre la porte, elle réfléchit un moment et elle se dit que le meilleur truc à faire dans cette situation, c'est d'aller dans sa chambre prendre son téléphone et d'appeler la police pour leur expliquer ce qui vient de se passer.
Elle se dirige alors vers sa chambre lorsqu'elle entend un énorme bruit résonner. Quelqu'un vient de tomber sur du gravier. Aline reste immobile et elle réfléchit. Tous les appartements du premier étage sont communs à une grande terrasse. Et cette terrasse, elle est recouverte de gravier. Quelqu'un vient donc de sauter d'un étage supérieur et d'atterrir sur cette fameuse terrasse tout proche du salon d'Aline à en juger par le bruit que ça a fait. Aline prend son courage à deux mains et court jusqu'à sa chambre. Elle ferme la porte, prend son téléphone et le met dans sa poche. Elle ouvre la fenêtre et saute. Elle a mal aux chevilles à l'atterrissage, mais tout va bien. Elle est donc dans la rue sur laquelle donne sa chambre et elle tape le sprint de sa vie. Elle a eu tellement peur qu'elle s'est cachée sous une voiture garée, le temps d'appeler la police et qu'ils arrivent sur les lieux. En arrivant, elle leur a expliqué la situation. Ils ont décidé de l'emmener au commissariat pour prendre sa déposition. Et le lendemain, ils ont appelé le propriétaire de l'appartement du deuxième étage, qui leur a expliqué que l'appartement n'était actuellement pas loué. La police a donc pu rentrer dans cet appartement et tout était en bordel. Tout était dégueulasse. En revanche, personne n'était là. Au moment où je vous raconte l'histoire d'Aline, ils savent toujours pas qui était là, sauf que le proprio, lui, a dit aux policiers être convaincu que la personne qui se trouvait là, c'était l'ancien babysitter de son enfant. Apparemment, le proprio, il avait licencié ce babysitter juste avant le confinement, et le gars l'avait menacé de fou. Et après l'avoir menacé, il avait refusé de lui rendre le double des clés, et le propriétaire a pas jugé nécessaire de changer la serrure, puisque plus personne ne vivait là. Bref, après cette nuit-là, Aline entendait toujours les enfants courir et crier la journée. Par contre, il n'y a plus jamais eu de bruit la nuit. Et ben Aline, je vais dire un truc, t'as un courage incroyable. On en parle du saut là du premier étage. Aline, maintenant il faut faire du décathlon. C'est l'étape suivante. Allez, c'est le moment de la dernière histoire. La dernière histoire, elle va faire frissonner les parents là, ceux qui ont des enfants. Les autres, vous allez bader aussi, vous en faites pas, mais les parents, un poil plus. Cette histoire, c'est celle du père de la personne qui nous la raconte, Cynthia, père qu'on va appeler John. L'histoire a lieu au début des années 2000, et à cette époque, Cynthia a 7 ans et sa petite sœur en a 4. Cynthia et sa famille à cette époque-là, ils vivent dans un appartement au sein d'une résidence hyper familiale. L'ambiance est tellement clean que tous les enfants vont jouer ensemble au milieu de la résidence, dans le parc, sans surveillance. En gros, les parents, ils laissent juste leur fenêtre ouverte, et s'ils entendent que ça crie un peu trop, ils vont à la fenêtre et ils disent à leurs enfants de se calmer. Cynthia est à l'école, sauf que sa petite sœur Roxane est malade et donc elle est restée à l'appartement. Et avec elle, son père qui a pris un jour de congé pour veiller sur elle. Apparemment, Roxane avait beaucoup de fièvre, elle était vraiment pas bien et elle avait très envie de voir un film. Sauf qu'on est au début des années 2000, c'est-à-dire qu'il n'y a pas YouTube, Netflix, tout ça, ça existe pas. À l'époque, si tu veux voir un film, il faut aller en louer un au vidéoclub. Il se demande s'il peut se permettre de laisser Roxane seule 2 minutes à peine, le temps juste de foncer au vidéoclub et de revenir. Et finalement, après avoir passé un coup de fil au magasin pour être sûr qu'ils avaient bien en stock le film que Roxane avait choisi de regarder, il décide de y aller. Il voit pas ce qui peut arriver à Roxane étant donné qu'elle est complètement clouée au lit et qu'en plus il y a le chien. C'est un chien énorme qui par conséquent est très dissuasif. Il assure donc la sécurité de l'appartement et des enfants. Bref, John sort de l'appartement, ferme la porte d'entrée, la verrouille, le tout après avoir bien entendu rappelé à Roxane de ne pas ouvrir à des inconnus. 3 minutes plus tard, John est de retour DVD en main dans le hall de l'immeuble et il entend des aboiements et des cris. En tournant dans le couloir, il voit sa porte d'entrée et il reste sans voix. Il voit un mec en train de lutter contre son chien. Et il constate aussi que Roxane est à l'intérieur de l'appartement, complètement tétanisée et en larmes. John ne réfléchit pas. Il fonce vers son appartement et il attrape son chien. Il vérifie immédiatement que le mec va bien, pensant que c'est juste un type qui passait devant son appartement et que Roxane avait ouvert par mégarde et que le chien s'était précipité pour agresser le gars. Il tire alors l'inconnu à l'intérieur de chez lui, dans l'idée de quelques minutes plus tard soigner ses blessures s'il en a. Mais avant ça, il prend le temps d'engueuler Roxane. Il lui explique qu'elle devait ouvrir à personne à part lui et maman, que le mec allongé par terre aurait pu mourir sous les crocs du chien et que donc ils auraient dû piquer le chien. Roxane est dans tous ses états, elle pleure et entre deux pleurs, elle dit à John que le monsieur a dit de l'autre côté de la porte, c'est papa. John comprend immédiatement la situation. Il regarde par terre, mais l'intrus n'est plus là. Il s'est déjà barré en courant. En fait, Roxane, elle a rien fait de mal. Elle a entendu quelqu'un toquer à la porte d'entrée, pendant que son papa était au vidéoclub. Quelqu'un qui a toqué plusieurs fois, longtemps, avec beaucoup d'insistance. Et là, elle fait ce que n'importe quel enfant de 4 ans aurait fait à sa place. Elle demande qui c'est. Et la personne de l'autre côté de la porte, vous savez ce qu'elle a dit? C'est papa. Elle a à peine ouvert la porte que le mec l'a attrapé, sauf que le chien l'a attaqué. Bref, heureusement, le chien était là. Et surtout, heureusement, John n'a mis que 3 minutes à faire l'aller-retour au vidéoclub. Mais c'est un événement qui a vraiment marqué John, et cette histoire, il l'a énormément raconté, parce qu'il a jamais compris qui était cette personne, et comment il a su qu'il y avait une petite fille dans cet appartement, et comment il a su qu'à ce moment-là précis, elle était seule. Ça veut dire que ce mec les espionnait depuis déjà un bon moment pour savoir tout ça. Bref, le mec bien entendu n'est plus jamais revenu, et surtout John a mis en place un système de code avec ses enfants, c'est-à-dire qu'il s'était donné un mot de passe, et si quelqu'un toquait mais ne donnait pas le mot de passe, alors la personne dans l'appartement avait interdiction de lui ouvrir. Et bien évidemment, il changeait très régulièrement le mot de passe. Et aujourd'hui, même presque 10 ans après le décès de ce chien, Roxane, Cynthia et John parlent régulièrement de lui parce qu'il a sauvé la vie de Roxane, tout simplement. Les amis, c'est la fin de ce thread d'horreur spécial Halloween. J'espère qu'il vous a plu. Il y a eu un peu de tout aujourd'hui. Il y a eu plein de mécaniques
très différentes. On a reçu plusieurs milliers d'histoires, dont certaines qui étaient vraiment très bien écrites. Donc merci à tous d'avoir pris le temps de partager vos expériences. Même si malheureusement c'était des expériences pas ouf. Ne devenez pas parano à cause des threads d'horreur, mais restez vigilants. C'est quand même important de... Moi ce que je remarque surtout, c'est que les gens ont des pressentiments dans la plupart de ces histoires qu'on raconte. Des mauvais pressentiments qui s'avèrent être à chaque fois totalement justes. Donc faites attention à vous, prenez soin de vous. J'espère que c'était pas trop long, pas trop court. Clément en aura probablement chié, il y a 2 heures de rush. On peut remercier Clément pour ce montage, bravo Clément. C'est un effet de plus qu'il doit rajouter au montage, ça lui casse les couilles, je le sais. Mais merci Clément pour ce montage, n'oubliez pas que sans lui, les threads d'horreur seraient beaucoup plus fades, il y aurait que de l'audio, il y aurait pas de visuel, et ce serait un poil plus chiant quand même. N'oubliez pas de checker la dernière collection Yoko. Voilà, maintenant que vous avez un peu de temps et que la vidéo est terminée, je suis curieux de voir ce que vous en pensez, puis si elle vous plaît, bah achetez une pièce, ou 2, ou 28. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et Happy Halloween. Dommage, j'ai gâché la fin.